CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente. Comment créer et utiliser ses propres rituels, enregistrement numéro 7. Alors, sur le plan de l'ouverture, une question est posée, dans quel sens on doit tourner? C'est selon un petit peu les références sur lesquelles on va s'appuyer. Si on s'appuie sur les références suivantes, qui vont être les plus naturelles. Trois des éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre. On aura de la même manière, le feu se situe au nord, l'air se situe à l'est, l'eau se situe au sud et la terre se situe à l'ouest. Je dirais que ça, c'est la représentation la plus logique des éléments sur les points cardinaux. Feu, air, eau, terre. Quand je vais faire un appel d'énergie, je pars du spirituel pour arriver jusqu'à la matière concrète. Et à ce moment-là, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Je pars du feu qui est au nord pour arriver à l'air qui est à l'est, passer ensuite à l'eau qui est au sud, pour terminer à la terre qui est à l'ouest. Donc, comme c'est un rituel d'appel, d'invocation, je vais tracer mon cercle de la même façon. C'est pas, je vais être d'une importance capitale au niveau du tracé du cercle, par contre, je reste dans ma logique, sur mon schéma. Donc, le cercle, dans ce cas-là, serait tracé en partant nord, est, sud, ouest et nord. Moi, j'ai appris aussi la Terre est au nord. La Terre est au nord. Pourquoi? Il faut se poser la question après, quand on place les éléments, le feu est au sud. Du pourquoi des choses. Alors, certains disent que la Terre est au nord. Pourquoi? S'il y a une raison métaphysique derrière ou philosophique, ça fonctionne avec la Terre au nord. Mais le nord représente, le nord c'est le flux magnétique, c'est le pôle nord. Donc les énergies magnétiques terrestres partent du nord pour aller vers le sud. Donc tous les géobiologues ont constaté, les courants magnétiques vont nord-sud. Donc principalement, l'élément le plus subtil, le plus magnétique, le plus vibrant se situera au nord. Et l'élément le plus vibrant des quatre éléments, c'est le feu. Donc on va situer le feu au nord. Ensuite, si le feu est au nord, eh bien, par loi de miroir, au sud, ce sera l'eau. Le miroir. Voilà, parce qu'il y a un miroir, hein, le feu et l'eau doivent être sur la même branche. Ensuite, j'ai deux directions qui me restent, l'est et l'ouest. Et deux éléments qui me restent, la terre et l'air. Or, je constate dans la nature que le soleil se lève à l'est. Donc, l'est est plus aérien. Alors que le soleil se couche à l'ouest, donc l'ouest sera plus nocturne. À partir de là, je vais placer ma terre étant le plus dense des quatre éléments plutôt à l'ouest, et à l'est, je vais placer l'air. Je me rends compte après que quand je mets les correspondances naturelles de couleurs, qui sont encore une fois parfaitement logiques, eh bien, je vais me retrouver avec un air qui est plutôt jaune, et puis une terre qui sera plutôt de couleur bleue. Donc ça, c'est un système plus opérationnel, plus opératif que le fait de placer la Terre au nord, parce que... Alors, pourquoi ils ont placé la Terre au nord les anciens? Parce qu'au nord, il fait froid. Ah oui, mais il y avait une référence aussi aux anciennes croyances, les hyperboréens, et les anciennes entités qui correspondent au point. Ça dépend. C'était Lug, par exemple, à l'est, le soleil, c'était Lug. Ça dépend après des systèmes. Si pendant des siècles, on a invoqué telle divinité vers tel point cardinal, on va continuer. Mais là, on est dans un système qui est purement naturel et qui n'est pas lié à un égrégore religieux ou autre. Donc le feu est au nord, l'eau au sud, l'air à l'est et la terre à l'ouest. Et à ce moment-là, on va descendre les énergies puisqu'on veut faire un appel.
Donc mon cercle, je vais le tracer dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais le tracé du cercle est secondaire. Ce qu'il faut, c'est que le cercle soit présent. Ensuite, mobilisation des énergies. Alors, mobilisation des énergies, ben, ce sera toujours pareil. Alors là, je suis passé très vite sur la répartition des éléments par rapport aux points cardinaux. On pourrait y passer 1 heure en détaillant exactement le pourquoi, du comment, les arguments, les contre-arguments, etc., etc. Mais ce n'est pas trop le sujet du séminaire aujourd'hui. Ça le sera peut-être un petit peu plus tard. Mobilisation des énergies, toujours pareil. Les énergies, respiration. Donc vous êtes dans votre cercle, et puis silence mental. Alors là, on va peut-être éventuellement jouer du tam-tam, mais on ne va pas écouter de chants liturgiques, on ne va pas faire de mantram comme Alléluia ou autre. On va essayer, dans la 3e partie, d'être en état de silence intérieur. Alors vous vous apercevrez que si vous pratiquez les exercices de respiration juste avant le silence, c'est plus facile. Parce que par la respiration violente, vous vous serez libéré un petit peu la tête de tout un tas de choses. Donc, on se met en état de silence, de calme intérieur. 4e point, appel. Appel des forces. Et là, on va appeler les 4 éléments. Donc, on va commencer par appeler le plus subtil. Alors, quand on fait une invocation ou une prière, on commence toujours par le plus haut pour descendre jusqu'à la matière. La terre, c'est la matière concrète dans laquelle nous vivons. L'eau, c'est, je dirais, le côté magnétique de la terre qui nous entoure. L'air, c'est un côté plus spirituel, plus aérien, voire angélique. Et le feu, eh ben, c'est le feu du Saint-Esprit, c'est ce qui est le plus subtil. Donc quand on appelle les éléments, on appelle toujours le patron avant d'appeler les ouvriers. Et on va suivre à ce moment-là exactement la répartition que nous avons vue juste tout à l'heure. Feu, air, eau, terre. On va se tourner vers le nord et on va appeler la puissance du feu. Alors, on va vous faire un autre petit schéma concernant les couleurs et les voyelles. Quand je regarde l'arc-en-ciel, qu'est-ce que je vois comme couleur? Le rouge, tout en haut. Ensuite, l'orange. Je dirais rouge-orange. Ensuite, le jaune. Ensuite, je vois le vert. Et ensuite, je vois du bleu. Ça fait 4 couleurs. J'ai 4 couleurs, j'ai 4 éléments. Donc les couleurs, c'est rouge, jaune, vert, bleu. Dans le sens de l'arc-en-ciel, donc dans le sens de la nature. J'ai 4 éléments. Le plus subtil des 4 éléments, c'est le feu. Un peu moins subtil, l'air. Un peu plus dense, l'eau. Et carrément solide, la terre. Donc, je les oriente dans le même principe que du plus subtil au plus lourd. Et je vais avoir le feu en face la couleur rouge, l'air en face la couleur jaune, l'eau en face la couleur verte et la terre en face la couleur bleue. Donc là, je me réfère à aucune tradition, je regarde les couleurs que la nature me donne. Avec les orientations, etc. Et j'ai aussi des voyelles. Alors là, on va se référer un tout petit peu au 36. On va considérer traditionnellement
qu'on a 5 voyelles, A, E, I, O, U. Alors, traditionnellement, le A, ça correspond plutôt à un principe spirituel. Le E, c'est le feu. Le I, c'est l'air. Le O, c'est l'eau. Et le U, qui se prononce OU, c'est la terre. Donc je vais avoir feu, rouge, et air, jaune, I, eau, vert, eau, terre, bleu, OU. Et donc mon invocation est toute tracée. Au feu, au ténor, je prononcerai le son et. Côté air, est, je prononcerai le son I. Côté sud, l'eau, je prononcerai le son O. Et côté ouest, terre, je prononcerai le son U. Le A, on ne place pas. Comment? Le A, on ne place pas. Le A, on ne le place pas. Le A serait plutôt le centre de la croix. Ah oui. C'est plutôt le principe spirituel. Le 5e élément, qui n'intervient pas directement dans le rituel naturel. Alors après c'est très simple, une fois que j'ai ma grille de correspondance, une fois que je suis en état énergétique et de calme intérieur, je me tourne face au nord et je vais prononcer le son E. Et c'est en quelque sorte le nom du feu, c'est le mantra du feu. C'est mais face au nord, je visualise le feu en même temps. Un feu intense. Je fais ça pendant quelques minutes jusqu'à densifier suffisamment le feu. Ensuite, je me tourne face à l'est et je vais prononcer le son I. En visualisant le vent, l'air. Alors, je vais toujours scander par les respirations qui vont me permettre de maintenir un état de calme intérieur. Ça signifie, je vais faire comme ça pour l'air, pour l'est. Jusqu'à ce que je sente que ça commence à être bien chaud. Je me tourne ensuite vers le sud et j'appelle l'élément eau en visualisant l'eau. Je me tourne ensuite vers l'ouest et je visualise la terre. Si vous amusez à faire ça, ça va faire des trucs, surtout dans la forêt, ou dans la pinède, ou voilà. On va enfin voir les elfes. Voilà, vous allez enfin vous avoir quelque chose. Vas-y. Oui, tu as raison. Oui, pas de pain, pas de pain. Je voulais trouver le mot pour dans le sud, là, il y a des zones qui sont assez sèches. La garrigue. La garrigue, voilà, c'est la garrigue que je voulais. On a trop directement, c'est des cailloux. En Provence, il y a des lieux voilà. Comme ça, c'est bon. Voilà. Oui, après le lieu, je disais une clairière dans une forêt, mais ça peut être le lit d'une rivière, ça peut être. Alors, en sachant que si vous faites ça dans le lit d'une rivière plein de cailloux, vous allez plutôt être de nature, au niveau du lieu, terre,
et eau. Si vous faites ça à côté d'une source, ce sera plutôt eau. Si vous faites ça dans un lieu venté, ce sera plutôt l'air. Si vous faites ça à côté d'un volcan, ce sera plutôt le feu. Bon. Mais ça ne vous empêche pas d'appeler les 4 éléments. Et si vous faites ce type de rituel à plusieurs, ce sera d'autant plus fort. Mais là, attention, vaut mieux s'aider d'un opérateur compétent qui soit là pour faire prise de terre si jamais ça dérape. Parce que, mettons, imaginons nos 3 amis, là, 3 femmes assez médiums qui vont dans la nature et qui font leur petit truc. S'il n'y a pas une présence masculine comme René à côté, ça risque de vite partir. Mais on va le faire avec René, il y a pas de voilà, problème. On va le faire avec René. Hein. C'est plus sage. C'est pour ça que là, c'est une question de yin ou alors Oui, parce que bon. on maîtrise 3 médiums. Voilà. Même là-dedans, on doit être en équilibre. Mesdames, je suis à votre disposition. Donc, non, ça veut dire que si vous êtes une femme assez médium, que vous faites le rituel toute seule, bon, ça va. Mais si vous êtes plusieurs médiums à faire le rituel, là, attention, parce que vous allez multiplier votre truc les unes par les autres, et là, ça peut décoller et vous pouvez avoir des manifestations curieuses. Manifestation curieuse, voir le vent d'un coup qui va se lever. Si vous êtes dans le lit d'une rivière, vous dites combien ça y a l'eau qui monte. Et là, oui, vous avez déclenché l'élément. Mais après, voilà, vous êtes dans votre cercle, l'eau monte. Laurent, il a dit qu'il ne fallait pas sortir du cercle. Mais alors vite, vous appelez, vous avez votre téléphone portable, vous appelez Laurent. Allô, vite, vous faites le numéro de téléphone. Et puis là, vous tombez sur le répondeur qui vous dit qu'il faut appeler entre 14 et 19h. Non, mais on va tenter l'expérience. Ouais. Le film d'horreur. Et là. Alors, une fois que vous avez fait. Oui, donc Il appelle. Il manque. la maison isolée pour film d'horreur. Voilà. Alors c'est pareil, faites pas ça dans des maisons hantées qui sont connues pour être hantées, parce que bien sûr il va se passer des choses, mais vous canaliserez rien du tout. Ensuite, alors, soit vous utilisez l'énergie des 4 éléments de manière indistincte, soit vous considérez que votre demande est plus de nature eau, émotionnelle, air, intellectuelle, terre, purement terrestre, ou feu, plus spirituel. Et vous vous tournez vers l'élément en question pour continuer la suite du rituel. Soit vous considérez que tous les éléments interviennent dans l'opération, et à ce moment-là, vous allez vous tourner de préférence vers alors, quel serait le plus adéquat? Si vous devenez les 4 éléments, vous êtes face au nord. Ok? Donc là, en fait, 2 possibilités. Vous devenez les 4 éléments simultanément. Vous faites face au nord pour la suite, c'est-à-dire l'identification. Alors, vous allez en fait vous identifier aux 4 éléments en question. Deuxième possibilité, vous travaillez uniquement sur la terre, l'eau, l'air, le feu, et vous faites face au point cardinal concernant l'élément. Imaginons que vous êtes les 4. Vous êtes face au nord, et là vous allez donc vous visualiser en tant qu'élément de la nature, donc en tant que nature totale, et devenir les 4 éléments. Quand vous êtes... Oui. Si on est en groupe, il vaut mieux invoquer les 4 éléments. Oui, alors à ce moment-là, vous vous placez un à chaque point cardinal. Oui. Et quand vous appelez le nord en même temps, voilà, vous essayez de dire, voilà, moi je suis plus du feu, toi tu es plus de l'eau, toi de la terre, toi de l'air. Vous vous mettez donc à 4. Et quand vous allez faire l'appel, mettons, du côté haut, vous êtes comme ça, ici. Les femmes, direction air, eau Et vous vous terre. tournez tous dans la direction d'éléments appelés, en restant à votre place. Sinon, si vous êtes tout seul, vous êtes au milieu. Donc si vous êtes tout seul, voilà. C'est un peu le côté chamanique, non? Vous mettez, c'est un peu le côté chamanique. Oui. Mais attention, chamanique réel. Ainsi que l'eau, l'air. Là, c'est plus le chamanique. C'est plus le chamanique
intellectuel. On est en contact avec les forces de la nature. Et Donc, si vous c'est êtes chamanique. Nous, c'est Kirigoyen. C'est Kirigoyen. Nuada, c'est la terre. Quand vous êtes devenu l'élément ou les éléments en question, vous faites brûler des huiles essentielles que vous avez déterminées comme étant les meilleures pour la demande en question. Et là, vous n'hésitez pas à arroser. Vous arrosez d'huile essentielle votre charbon. Il ne s'agit pas d'en mettre 3 gouttes, il s'agit d'en mettre plutôt un flacon. Pour que ça sente bien, pour que les entités de la forêt soient contentes. Les entités de la garrigue, ou etc. Qu'elles sentent que... On pourrait dire les élémentaires. Les élémentaux. Les élémentaux. Les élémentaires, c'est plus les êtres humains anciens. Les élémentaux, c'est plus les génies de la nature. Et il ne faut pas un fond sonore là aussi Pas de fond sonore. Le fond sonore, c'est les oiseaux. c'est les oiseaux. Les cigales. Voilà. Alors, quand les cigales s'arrêtent de chanter, c'est que ça commence, c'est que c'est bon, ça C'est pour chauffe. ça qu'il faut le faire en Provence. Alors, quand vous avez fait brûler vos huiles essentielles, vous faites votre demande. Alors là, c'est pas une demande tellement verbale parce qu'ils ne comprennent pas le français, ni l'anglais, ni le chinois, ni le grec, ni l'araméen, ni l'hébraïque, ni rien. Ils vont bien comprendre la visualisation et l'émotion. Donc là, vous êtes en état de demande et vous allez visualiser le but de l'opération. Vous visualisez le but de l'opération en faisant monter, je dirais, les énergies, en étant de plus en plus viscéralement concentré sur le but de l'opération. Et quand vous sentez que c'est chaud, vous arrêtez brutalement. Alors si vous êtes plusieurs, il y en a un qui arrête, en poussant un grand cri par exemple. Et là les autres sursautent, et c'est le déclenchement de la flèche. Voilà, c'est le lâcher de la flèche, c'est le lâcher prise. C'est dans les arts martiaux quand le karatéka libère l'énergie dans le ventre de son adversaire. Et en fait, comme il y a une addition énergétique, ben évidemment, la chose est plus puissante. Alors il ne faut surtout pas qu'il y en a dans un rituel à plusieurs, qu'il y en ait 2 qui s'arrêtent et puis 2 qui continuent à visualiser. Même s'il y en a un qui dit ou une qui dit ah bah oui, moi j'avais pas fini ma visualisation, c'est pas grave, on bloque. C'est stoppé. Ok, comme une concertation. À la concertation, C'est le maître de liturgie. voilà, c'est le maître de cérémonie qui rompt au bout, mettons, de 4-5 minutes, 3, 4 ou 5 minutes de visualisation. Il ne faut pas trop parce qu'après les énergies redescendent. Pour un rituel à plusieurs, Oui. est-ce qu'il faut une seule demande Oui. ou est-ce qu'il est Ah non. possible Les 4, qu'on se mobilise sur toutes les personnes se concentrent sur une seule demande. Dans un rituel, on a fait sortir la mère du cobalt dans les gens qui ont suivi. Voilà. Donc par exemple, sortie de la mer de Paul du coma, mais il y avait quoi, une dizaine de personnes concentrées 13 sur, personnes qui étaient dans le rituel, plus un maître de liturgie. concentrées sur une chose. Sur la photo de la personne au centre du cercle. Donc il y a des phénomènes qui... Et c'était un rituel, rituel païen, mais en ville, ou à la campagne. Dans un occultum. Voilà, en ville. Donc à la campagne ou dans la nature, c'est plus puissant parce que c'est les énergies de la nature. Vous viendrez en robe blanche. On les a. On les a. Ok, c'est bon. Il n'y a que toi qui dois acheter ta là-bas. On continue. Alors, la promesse. Ensuite, une fois que vous avez fait votre rupture brutale, vous pouvez avoir une promesse, mais attention, c'est des éléments de la nature. Donc la promesse, ça peut être la promesse de revenir faire un rituel pour brûler des huiles essentielles en grande quantité, si vous avez la réalisation de votre vœu. Ce serait plus naturel. Ce sera plus naturel qu'autre chose. Ouais, ce que vous dites, c'est vrai. Voilà, pas trop. Alors, ça peut être de la nourriture, mais alors attention. Chut, chut. Au niveau nourriture, attention. Du miel, du lait, des carottes, des belles fleurs, pas de poulet, pas de sang, pas de choses comme ça. Pas d'animaux, pas d'œufs, du chocolat. Du chocolat, des bananes, des noisettes, des pièces d'or. La nature adore les pièces d'or. Non, non. Ah non, vous laissez. Vous laissez.
pièces d'or, quand tu jettes une pièce, on part en arrière. Les pièces d'or. Alors, pour les pièces d'or, parce qu'évidemment, la pièce va être volée par le prochain qui va passer. Vous creusez un trou, pourtant avec votre dague ou votre couteau. Vous transpercez le sol, vous faites une petite ouverture, vous glissez votre pièce d'or et vous refermez. Comme ça, c'est les élémentaux qui vont se nourrir de la chaleur émise par le métal aurifère. Ce qui est très bien, c'est de prendre de la feuille d'or qui sert à faire les gravures sur nous. Oui, mais là, ils vont dire que vous êtes un peu radin. Et c'est vrai que ce sont des gnomes qui sont des Les gardiens des trésors. de C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. On les a pas vus encore. Donc, alors, ensuite, le renvoi des forces. Vous remerciez les forces qui ont été présentes. Vous effectuez une petite formule de renvoi. Retourne maintenant aux forces des éléments, gna gna gna. Et ensuite, vous allez refaire l'appel en sens inverse. C'est-à-dire que vous vous tournez vers l'ouest et vous allez dire en imaginant les gnomes qui repartent. Vous vous tournez vers le sud en faisant et en imaginant l'eau qui s'en va, qui s'en retourne. Vous faites face à l'est et en imaginant l'air qui repart et face au nord au feu et en imaginant le feu qui s'en va de nouveau. Donc, en fait, l'appel se fait dans un sens, le renvoi se fait exactement en sens inverse. Oui. Sens inverse. Oui. Ensuite, retour à la normale. Alors, si vous êtes dans la nature, vous attendez que les choses que vous sentiez, que vous pouvez sortir du cercle sans danger. Mais il est quand même conseillé, quand on sort du cercle, d'avoir... Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est mieux d'avoir une dague quand on fait le travail à l'extérieur. Parce qu'il peut y avoir des forces qui se manifestent d'une manière ou d'une autre. Il faut quand même éventuellement garder une réserve au cas où. Donc une dague, ça permet de dissoudre les fluides de façon à ce qu'ils ne puissent pas se manifester dans la matière. Donc si par exemple vous faites un rituel dans la forêt et vous avez des conglomérats sous forme de fumée, des choses un petit peu dangereuses qui vous mettent mal à l'aise et qui s'approchent, vous piquez avec la dague dedans et ça va automatiquement dissoudre les énergies électromagnétiques qui essayaient de se densifier dans la matière. Ensuite, quand vous allez sortir du cercle, le premier qui sort du cercle va rompre le cercle avec la dague à deux endroits différents pour ouvrir une porte. Et quand il sort, il met la dague à côté de sa tête comme un paratonnerre et il voit si tout se passe bien. Et si tout se passe bien, les autres peuvent sortir aussi. Parce que les présences, les puissances qui ont été densifiées peuvent être encore là pendant un certain temps, avant de partir réellement. C'est pas parce qu'on a fait le renvoi que tout le monde part. Des fois, vous avez fini votre repas, puis vous continuez à discuter jusqu'à 3h du matin, parce que vous êtes bien avec la personne en question. Là, c'est un petit peu la même chose. S'ils se sentent bien avec vous, ils vont avoir tendance à rester un petit peu plus longtemps. Donc il faut prévoir le sac de couchage au cas où ça se ferait mal au moment où on se repousse. Voilà. Et alors, vous pouvez très bien prévoir le sac de couchage. Déjà, si vous avez un bout de ficelle, si vous avez fait un cercle de 6 mètres de diamètre, vous pouvez éventuellement monter la tente. dormir en attendant que ça se termine. Alors, les invocations, si vous sentez que ça commence à se manifester, vous ne les poussez pas trop. Parce que plus vous allez appeler, plus ça va se densifier. Donc, il faut pousser suffisamment de manière à ce qu'il y ait quelque chose qui se présente. Mais après, il faut savoir doser et pas pousser trop loin si c'est déjà présent. Donc il y en a qui vont devoir pousser pendant 15 minutes à chaque point cardinal, et puis il y en a d'autres, au mieux que 3 minutes, au mieux qu'ils arrêtent parce que ça va se manifester. Tout dépend de notre médiumnité personnelle. Personnellement, vous l'avez fait, cette expérience. Je ne parle que des expériences que j'ai déjà faites. On risque rien quand même dans l'ensemble. Je veux dire, on ne peut pas se faire prendre par une entité dangereuse. Tout acte est risqué. Quand on vient à un séminaire, quand on traverse la route, quand on va au restaurant, on mange quelque chose. Le plan de ce rituel est exactement, mis à part sa petite discussion, qu'un rituel sorcier. C'est pareil. C'est des forces naturelles. Ça suit
Absolument. Mis à part qu'on fait les pentagrammes aux 4 points cardinaux, Voilà. le cercle on le fait avec la baguette, les pentagrammes c'est avec l'épée, les renvois c'est avec la baguette et les doigts comme ça. De toute façon, de toute éternité, depuis que le monde est monde, on pratique les rituels de la même façon. Ça conforte ce que j'ai. Bien sûr. Alors ce rituel, on va dire que c'est un rituel de quelle tradition? Il n'est d'aucune tradition. C'est un rituel naturel. Non, c'est ni celtique, ni de droite, ni de gauche, ni de haut, ni du bas. C'est de la magie bio. On peut remplacer la dague par un objet tranchant. Oui, c'est-à-dire une dague, par exemple. Une hache, Une hallebarde. Non, mais une petite hache. C'est mieux. Chut. On peut remplacer la dague par une épée. Alors le principe de la dague, c'est un manche en acier et une lame en acier et un manche isolé, soit en bois, soit au pire en caoutchouc, soit avec un lacet de cuir. Vous faites le tour pour que ce soit. Mais il vaut mieux isoler de manière à ce que la main ne soit pas en contact directement avec le métal, parce que autant dans un exorcisme, c'est pas trop important, autant là, s'il y a une force naturelle qui veut se manifester, vous lui piquez avec une épée, vous avez intérêt à avoir un manche isolé. Parce que sinon, vous pouvez prendre une décharge. Alors, je dirais que dans ce type d'opération, il faut commencer tranquillement, il faut le faire doucement, et puis après, si ça se passe bien, vous en faites un deuxième un peu plus fort, et puis un troisième un peu plus fort. On y va tranquille. Ce que vous pouvez très bien demander dans ce genre d'opération, c'est la santé pour vous-même. Bon, commençons. Vous ne serez jamais mieux servi que par vous-même. Donc commencez par demander pour votre santé, par demander d'être rempli de bonnes énergies naturelles et positives, que le feu soit présent dans votre sang, que l'air soit présent dans vos poumons, que l'eau circule bien dans votre corps, et puis que vos os soient solides. Donc c'est un rituel qui peut servir à la régénération personnelle. Un rituel vital. Si après un rituel vous vous sentez mal, pas bien, vampirisé ou autre, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas, que vous avez mal maîtrisé ou quelque chose qui vous a échappé. Vous devez vous sentir bien. Peut-être, ce type de rituel, vous pouvez le faire et des fois vous pouvez sentir une charge magnétique forte dans le nœud. Et à la fin du rituel, après le renvoi, vous vous allongez dans votre cercle et vous piquez un petit sommeil. Voilà. Parce que, et là, c'est très bon, parce que là, vous allez laisser les énergies naturelles vous imprégner et le magnétisme vous recharge. C'est comme le magnétiseur qui magnétise un sujet, il a tellement de force que le gars, il s'endort au bout d'un certain temps. Alors, les éléments, le rituel peut être éventuellement renouvelé plusieurs fois. Alors, question, est-ce qu'on peut avoir un problème durant ce type de rituel? C'est plus fort qu'un rituel qu'on fait dans une église et c'est différent d'une messe. Bon, parce que là, c'est des forces qui ne sont pas forcément canalisées. On peut faire un malaise durant le rituel. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une différence de potentiel énergétique importante entre celui ou celle qui opère et les forces appelées. Et c'est cette différence qui peut créer une sorte de choc énergétique. Si vous sentez que ça se densifie, que vous commencez à pas être très bien, vous arrêtez l'invocation. Vous ne poussez pas au-delà de vos forces. Vous pouvez sentir, et c'est pour ça qu'il est bon qu'il y ait une deuxième personne moins sensible, vous pouvez sentir d'un coup comme une chape qui descend, et puis là vous commencez à vous sentir à la limite de l'évanouissement. Bon, c'est que le rituel fonctionne bien. Dans ce cas-là, il faut que l'opérateur vous attrape, vous allonge, vous assoit, et puis vous reprenez vos esprits tranquillement. Donc il ne peut pas y avoir, d'accidents graves, mais il peut y avoir des choses qui sont un peu fortes. Alors, ce qu'il faut, c'est d'abord s'entraîner chez soi, dans sa salle à manger. Voilà. Plus vous allez pratiquer l'exercice de respiration qu'on va voir tout de suite après, plus vous serez puissant et moins vous serez à même d'avoir un malaise. Bon. Donc après, c'est à vous de connaître vos limites et de savoir jusqu'où aller. Alors c'est sûr que dans un rituel de groupe, c'est un petit peu différent parce qu'il y en a toujours un qui veut aller plus loin et puis l'autre qui commence à vaciller. Bon, à ce moment-là,
on bloque et puis on continue le rituel. Qu'est-ce qu'on doit faire si quelqu'un s'évanouit? Est-ce qu'on doit arrêter le rituel? On doit arrêter l'invocation, mais on va continuer quand même le rituel. Et puis après, celui qui s'est un peu endormi va se réveiller tranquillement, il va avoir sa charge d'énergie et tout va bien se passer. Alors, il vaut mieux éviter, quand une femme fait ce rituel, d'être en période de règle. Parce que là, ça peut attirer des entités qui ne sont pas forcément appelées. Dans les magies arabes, il y a des rituels qui se font précisément pendant cette période, de manière à ce que les mauvaises entités soient bien attirées par le sang, ça fait une sorte de sacrifice, et puis aillent rendre amoureux le boulanger, la boulangère, jeter un mauvais sort à l'autre, etc., etc. Une question, une remarque? Non, vous avez répondu, c'est dans le sens où une personne se trouvait mal, par exemple, ça paraît. Oui. Donc on arrête, on poursuit le rituel. On arrête l'invocation, on ne pousse pas plus loin l'appel, mais on va poursuivre quand même le rituel. Sauf si, attendez, s'il fait un vrai malaise, il faut mieux appeler le SAMU. Alors, Bernard? J'ai deux questions, moi, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont mortes au cours d'un rituel. Je pense à Fabre d'Olivet, David Boulan, éventuellement Stanislas de Guaita. Et puis alors, deuxièmement, dans les formules d'exorcisme, est-ce qu'on peut introduire le démiurge, l'ordre du monde, à côté de Dieu? Parce que là, ce sont d'autres philosophies qui interviennent. Alors, on peut nommer Dieu de manière naturelle, le Dieu créateur, avec différents termes. On va essayer de ne pas trop spécifier le Dieu. On ne va pas faire par exemple des signes de croix en disant in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, parce que ça c'est purement chrétien. Mais bien sûr, les entités de la nature savent qu'il y a un créateur. Voilà, parce qu'elles sont elles des créatures, donc automatiquement elles ont conscience d'un créateur et de forces supérieures. Donc ça c'est pour la deuxième partie de la question. Pour la première partie, il y a des gens qui sont décédés déjà au cours du rituel. Alors il faut savoir que dans certains cas, il y avait des luttes de mages les uns contre les autres, comme l'avait Boulan contre Eliphas Lévy, Stanislas de Gaëta contre d'autres. Donc attention, il y a des fois, il y a des combats de mages les uns sur les autres. Et c'est vrai que dans un rituel, on ouvre une porte, et à ce moment-là, il faut faire quand même bien attention. C'est pour ça qu'il est très conseillé d'avoir un bon entraînement respiratoire avant d'aborder ces choses. Et de ne pas être trop sensible, ou d'avoir avec soi dans le cercle quelqu'un qui ne va pas être trop sensible et qui va pouvoir gérer les problèmes. Mais c'est pareil, quand vous traversez... Alors il y a quand même beaucoup moins d'accidents de magie, de décès par magie, que de décès par la voiture. Donc on a moins de gens à faire de la magie à haut niveau. Voilà, c'est pour vous rassurer. Il y a moins de gens à faire de la magie à haut niveau. Jules Rugnard a été fait par les travaux de Coutella, et Coutella s'est tiré le fusil de chasse dans le cultum. Sa femme et sa fille sont vendus dans le cultum. Voilà. C'est des règlements de compte, Alors, attention, pour œuvrer dans le domaine de la magie, soit il faut faire déjà partie d'une armée, d'où la nécessité des fois de faire partie d'une église, parce que comme ça on est ordonné, et si on nous attaque, on attaque l'égrégore, et on a quand même des bonnes protections. Soit on le fait, soit on le fait, je dirais, discrètement. Tu peux en tenter, tu gardes, terminé. Voilà. Bon, c'est sûr que... mais on n'est plus tellement à l'époque de ces luttes de magie. Alors c'est vrai que dans la sorcellerie, on a des fois beaucoup plus de luttes de pouvoir que dans d'autres courants, qui vont être plus mystiques, plus intellectuels, plus religieux. C'était deux Wicca, deux groupes de Wicca qui s'affrontaient, et il y a eu des morts. Mais parce qu'ils s'envoyaient des mauvais sorts les uns les autres. Alors, une chose extrêmement importante, qu'on ne devrait pas enregistrer, mais bon, tant mieux pour ceux qui vont l'écouter. Dans un combat de magie, ou dans un combat mystique, ou dans un combat religieux, ou dans un combat d'égrégore, il ne faut jamais envoyer du mal à ses ennemis. Parce que, après, c'est un système de choc en tour. Si j'envoie un envoûtement sur mon ennemi, et que mon ennemi se fait nettoyer, je risque de reprendre mon choc en retour. Et c'est ça qui risque d'être grave pour moi. J'ai le droit de me défendre.
avec une ruse plus ou moins forte ou pas. Si je suis pas très rusé, je vais lire les grands exorcismes, puis je vais faire ce qui est écrit dans le livre de manière textuelle. Et puis si je suis un peu plus rusé, je vais utiliser l'exorcisme triangulaire, qui permet en fait de retourner un petit peu les forces contre l'adversaire. Mais moi, j'attaque jamais. Ce qui me permet de me tirer beaucoup plus facilement des situations difficiles. Or, dans les deux groupes de Wicca qui se sont affrontés, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 ou 80, je crois, 80, ils se sont jetés des mauvais sorts mutuellement. Donc, ils se sont liés. Ils se sont liés par le combat. Et à ce moment-là, il faut bien que l'énergie aille quelque part. Et ça a fini dans un bain de sang, des suicides, etc. Une espèce de choc en retour réciproque, oui. L'hémorragie. Bah oui. Ah oui, hémorragie interne, etc. Il est mort à Lançon. C'est ça. Et l'autre, il s'est tué dans l'occultum. Il s'est suicidé. L'énergie contre l'énergie se reprend. Fusil, C'est tout. la fille et la femme pendues. Ils Donc, ont retour. Donc ça a été une espèce de retour de flamme qui a été Normalement, Pour ça, il faut rien faire. malheureux. il était prévenu. Ah bah, ils connaissent les risques de leur métier. Hein. Parce que s'ils t'envoyaient de la haine et pas ils savaient au même moment qu'ils font de la haine, la synchronicité. Pas forcément, mais bon, ils se sont combattus et J'ai puis vu le prestige. L'un était la Ligue occidentale, l'autre était la Ligue internationale. C'est clairement. Alors, les combats comme ça, entre petites églises, des fois c'est la même chose. Moi j'ai appris récemment qu'il y avait des évêques du côté de Cahors qui avaient nos livres, et qui faisaient des envoûtements de sorcellerie sur nos livres. Ah oui, c'est vrai. Alors je me suis dit, attends, des évêques exorcistes qui font de la magie noire sur nos livres. Mais exactement. Alors, petit évêque de je sais pas quoi, évêque de je sais pas quoi, mais alors, or, c'est complètement idiot. D'abord, faire des rituels de magie noire sur un livre de prière, c'est pas très intelligent. Bon, parce que vous tous, quand vous allez lire les prières qui sont dedans, bah bien sûr, vous allez nettoyer les envoûtements en même temps. Donc, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Deuxièmement, les vrais occultistes ne s'attaquent jamais mutuellement les uns les autres. Parce qu'un maître en sorcellerie va jamais attaquer un spécialiste en exorcisme. Et un spécialiste en exorcisme ne va jamais aller ennuyer un maître en sorcellerie. Parce que, bon, c'est deux niveaux qui sont différents, c'est deux façons de penser différentes, mais comme on ne connaît pas réellement le niveau de l'autre, on va éviter un affrontement. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est toujours en général les plus petits qui veulent affronter parce qu'ils n'ont pas compris que c'était pas sage. Donc c'est relativement facile à nettoyer. Par contre, dans les deux groupes de Wicca, ils étaient aussi bêtes l'un que l'autre, donc ils se sont affrontés. Alors que s'ils avaient été intelligents, ils auraient vécu longtemps, ils auraient eu des enfants, etc. C'était là qui avait commencé, c'était là. Un jour, sa femme, Diane Lucifera, dans un restaurant, elle piquait des coups de couteau en disant tiens, Yudovica, tiens, Yudovica. Il y a un type qui était, une personne qui mangeait là, est arrivé vers elle, il n'avait pas entendu rien du tout. Je ne sais pas ce qu'il lui a fait, il lui a foutu une gifle à la bonne femme, et il ne connaissait pas ni l'eux, ni la non. Il y a une réaction qui s'est passée. Elle faisait des obscénités devant les églises. Bon. Alors voilà, ils ont été bien punis. Alors, en plus qu'il y avait l'égrégore chrétien qui était derrière, qui était peut-être pas trop pour leur système, et ça leur a rajouté une petite peau de banane, et puis ils se sont cassés l'un l'autre. Donc, faut jamais envoyer du mal à ses ennemis, faut pardonner à ses ennemis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se dégager, se désenvoûter, s'exorciser, lutter de manière à se défendre soi-même ou défendre les autres, mais on n'attaque pas. Et ça, c'est de la stratégie. Alors, les éléments indispensables pour un rituel. Si vous utilisez des cierges, plutôt des cierges en cire d'abeille, cierge naturel. Les encens, alors c'est dans le fascicule, hein, bon, vous pouvez noter ou pas. Les encens, ce sera plutôt des huiles essentielles. Au Liban, pour les rituels religieux, myrrhe pour les rituels, je dirais plus terrestres. Le bain joint, est-ce que ça purifie pas plus? Bain joint, c'est très bien. C'est
pareil. Le camphre, ça nettoie. Alors le lieu oratoire, bah, bien sûr, plus c'est à la campagne, mieux c'est, mais on peut réaliser des choses très bonnes dans une ville. Je connais pas trop cet encens. Je connais pas trop cet encens, donc je ne l'ai pas utilisé, je n'ai pas d'expérience dessus. Alors, dans la nature, chut, s'il vous plaît, dans la nature, il est bon d'avoir, comme on a dit, une épée ou une dague et éventuellement un bâton de commandement, donc un bâton. Les chamans ont toujours un bâton. On reviendra un jour sur les techniques des bâtons et des baguettes. Si vous utilisez des parchemins pour tracer des pentacles, pour tracer des vœux, plutôt des parchemins végétal, voire parchemin animal, plutôt que du papier canson. Les vêtements, alors quand vous faites un rituel, bien sûr, toujours pieds nus, pas de montre, pas de bracelet, pas de collier, pas de bijoux, pas de bague, pas de boucle d'oreille. Évitez les parfums. Alors pour les femmes et les hommes également, on évite de se parfumer, de mettre du Coco Chanel numéro 5 juste avant un rituel. Voilà. Par contre, on prend un bain pour être bien nettoyé. Et voilà pour les éléments indispensables. Alors moins il y a d'éléments, mieux c'est. Plus vous êtes puissant, plus le rituel repose sur votre force personnelle, et plus c'est intéressant et plus vous serez efficace. Alors, petite question sur les rituels, sinon on va passer rapidement à la technique d'entraînement qui va permettre justement d'amplifier vos capacités. Donc, pas de questions sur les rituels? Ok. Alors, le rituel du dragon. Certains d'entre vous le pratiquent déjà, pour d'autres ce sera quelque chose de nouveau. Alors on a appelé ça rituel du dragon, pourquoi? Parce que ça permet de puiser dans les énergies telluriques. Enfin, c'est ce qu'on dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement? Dans les rares textes concernant cette pratique, les théories ne sont pas tellement abordées, parce que on sait que cette pratique est efficace, qu'elle donne des résultats par expérience. On ne sait pas tellement d'où vient cette pratique. On sait que ça a été utilisé par des chamans sibériens, par le Chan, par certains Chinois, sans doute on l'a dans le druidisme, mais on ne sait pas réellement quelle en est l'origine historique. Donc, est-ce que c'est une technique qui permet de mobiliser les forces personnelles? Est-ce que c'est une technique qui puise les énergies telluriques de la Terre? Est-ce que c'est une technique qui capte le prana qu'il y a dans l'oxygène? Plusieurs théories se combattent, mais en fait, comme diraient les Chinois assez pragmatiques, peu importe la théorie, ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Alors, on a besoin d'une petite plaquette de fer et d'une boule de plomb. Le plomb sert à bloquer les énergies et le fer sert à attirer l'énergie. Alors, il y en a peut-être qui ont une boule et une plaque là sur eux, voilà. Alors, bon. Voilà une boule de plomb. Donc ça fonctionne avec ça. Et une plaque de fer. C'est pas obligatoirement. La boule n'est pas forcément ronde. Ah, d'accord. Voilà. On a lu en main. Voilà. Et la plaque, bon, a des dimensions variables. Là, c'est le lingot. Comment? Oui, c'est mieux si c'est fer et plomb. Parce que, je sais pas, on a vu ça, les Égyptiens utilisaient un aimant et du carbone. Alors, nous, on l'a appris avec du fer et du plomb, on l'a pratiqué avec le fer et le plomb. Certains d'entre vous ont fait la même chose et ça fonctionne avec le fer et le plomb. Le plomb, ça bloque la sortie des énergies et le fer, ça attire une énergie. Alors c'est vrai que du fer aimanté serait peut-être plus intéressante, mais après on s'écarte un peu de la tradition. Je sais qu'il y en a certains qui pratiquent avec une plaque de cuivre et une boule de plomb. Ce serait vénusien. Ça dépend un peu des... Par rapport avec le pentacle que l'on veut de ce qu'on veut, ça dépend un peu de ce qu'on veut obtenir et puis de la tradition où on a tiré cette pratique. Le fer, dans les correspondances naturelles, représente Mars.
Mars, c'est l'énergie. Donc le fer sera énergie pure. Et le pont long permettra de bloquer la sortie des énergies. Donc on attire plus d'énergie dans un sens et on bloque la sortie de nos énergies dans l'autre sens. La main droite est la main qui donne l'énergie, la main gauche est la main qui prend l'énergie. Donc on va prendre la plaque de métal, de fer dans la main gauche et la boule de plomb pour bloquer la sortie d'énergie dans la main droite. Donc on met un bouchon et on met un aspirateur de l'autre côté. Ensuite, on sait que le flux magnétique terrestre passe nord-sud. Donc quand on va faire notre exercice, on va mettre la tête au nord, les pieds au sud, allongés par terre de manière à être en contact avec le sol. Pas de chaîne, pas de bracelet, pas de montre, pas de bijoux, pas de lunettes, on sera pieds nus. Les femmes, vous évitez le soutien-gorge, on évite pour les hommes la ceinture, donc tout ce qui va, je dirais, qui va bloquer. Première partie, on est allongé, paume des mains vers le ciel, on va inspirer et expirer, c'est une phase de relaxation. On inspire par le nez et on expire en faisant le vocal. Alors moi j'ai appris cette technique avec le son. On l'a remplacé par A et O de manière à l'avoir de manière plus neutre, à pas avoir quelque chose en relation avec l'hindouisme, avec le fameux mantra Om Mani Padme Hum, mais avoir quelque chose de neutre. Donc un son vibrant. Vous pouvez avoir envie de faire simplement Om. Mais A, E, I, O, U, ça nous rappelle les voyelles des 4 éléments et c'est une bonne synthèse. On fait ça pour la version dont on parle aujourd'hui pendant 5 minutes. Et c'est une phase, première phase, une phase de relaxation qui se fait les yeux fermés. Deuxième phase, je vais saisir dans mon poing droit la boule de plomb. Je laisse ma main gauche ouverte avec la plaque de métal dedans. J'amène les pieds vers les fesses et je respire de manière rapide. Pendant 5 minutes. Ensuite, troisième phase, c'est la phase qui devient opérative. Je croise mon poing droit sur l'épaule gauche, ma main gauche sur l'épaule droite, ma cheville droite sur la cheville gauche et je continue. Pendant 20 minutes. Alors, évidemment, je vais me charger en énergie positive, que celle-ci vienne du prana, du tellurisme, d'un endroit ou d'un autre. Je me charge énergétiquement. Plus il y a de volume d'air qui va passer dans les poumons, et plus je vais avoir une charge énergétique importante. Parce qu'il y a des gens que j'ai vus respirer comme ça. Je ne citerai pas de nom, mais vous allez repérer. Il y en a qui respirent comme ça. Ils respirent vite, mais ils ne prennent pas d'air dans les poumons. Donc ça ne va pas. Vaut mieux faire que la respiration précédente. Le but, c'est quand même progressivement d'accélérer le rythme. Alors, surtout, il faut bien inspirer par le nez et expirer par la bouche. Parce que j'en ai vu d'autres qui faisaient ça. Mais là, j'inspire par la bouche et je souffle par la bouche. Et je ne suis pas en train de m'entraîner pour avoir un accouchement sans douleur, mais pour prendre de l'énergie. Donc, j'inspire par le nez. Ok. Alors, autre défaut qu'on peut avoir quand on est comme ça, c'est travailler de la manière suivante. Et dans ce cas-là, je vais masser ma colonne vertébrale avec le sol dur qui se trouve sous moi
Et au bout d'un moment, je vais avoir suffisamment de courbature pour aller voir un ostéopathe ou un kiné. Donc, c'est une mauvaise technique aussi. Il faut arriver en fait à être détendu, à ne pas bouger, à bouger uniquement les poumons. Et progressivement, on accélère le rythme. Si donc, nous pratiquons selon ce que j'ai expliqué dans le fascicule, vous avez première phase 5 minutes, deuxième phase 5 minutes, troisième phase 20 minutes, total 30 minutes. Alors que dans l'exercice dont nous avions parlé précédemment, on poussait à 45 minutes en faisant une première phase de 15 minutes, une deuxième de 15 minutes, une troisième de 15 minutes. Alors, c'est très bien. Ce qu'on a essayé dans cette nouvelle approche, c'est de rentabiliser au maximum le temps. Parce que, bon, en fait, je partage avec vous mes réflexions personnelles. La phase la plus opérative, c'est la troisième phase. Donc, faire 15 minutes, comme on le faisait avant, c'est très bien. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu augmenté la troisième phase et on a nettement réduit les deux premières, de manière à avoir un exercice de 30 minutes encore plus efficace que les techniques précédentes. Donc 30 minutes. Minimum à faire une fois par jour. On dit dans la tradition que celui qui serait capable de pratiquer cet entraînement 8 fois par jour pendant 365 jours, voilà, 8 fois par jour pendant 365 jours, n'aurait plus jamais besoin d'aucun rituel. Il rajeunit, etc. Donc, ça fait 4 heures de respiration par jour. Bon. Comme je suis un petit peu paresseux personnellement, j'aimerais bien pouvoir exorciser sans être obligé de lire le psaume 2, l'évangile de Saint Jean, etc., etc. Donc là, je vais essayer pendant une petite année de monter progressivement mon rythme d'entraînement jusqu'à 8 par jour pendant un an pour pouvoir éviter, pour pouvoir travailler d'une manière plus fulgurante, je dirais. À partir de quand j'ai commencé à faire ça? C'était déjà bien, mais voilà. La performance est intéressante. Là, je me dis qu'après tout, mais il ne peut pas le dire. Après tout, j'accélère un petit peu. Hein, alors oui, on ne peut pas passer à 8 par jour de manière comme ça. Donc, surtout si on n'a pas l'habitude. Donc, au démarrage, vous le faites une fois par jour, puis 2 fois, puis 3 fois. Moi, là, le mois dernier, je suis passé à une moyenne de 4 par jour. Ça fait que 2 heures de respiration. Aussi, bon, j'aime bien de temps en temps regarder un film à la télévision. Eh bien, plus de télé. Bon, tant pis. Faut que je sache ce que je veux. Donc, j'ai supprimé la télé et j'ai gagné 2 heures sur ma journée. Ouais, je ne regardais pas trop, mais... Et maintenant, je vais essayer de monter à 3 heures par jour. Ça en fait que 6 pendant un mois. On a moins besoin de sommeil, peut-être, plus on augmente les différents. Si vous pratiquez un entraînement intensif de cette nature, de toute façon, vous changez. Votre mental change, vos habitudes changent, votre puissance change. De toute façon, celui qui ne change pas, c'est qu'il ne fait pas. Ou qu'il fait mal. Mais si on le fait réellement, on a un phénomène, on a du changement. Par exemple, pour ceux qui pratiquent le Reiki, ça, ce serait un énorme accélérateur d'énergie Reiki. Mais déjà, avec le Reiki, on ne dort pas beaucoup. Voilà. Moi, il m'est arrivé 6 heures de Reiki par jour. De clients? Oui, parce qu'il y a des séances de 2 heures. Séance de 2 heures, oui. La semaine dernière, je rentre, il était 17 heures. Et je me dis, j'ai fait 0 exercice. Et je me suis dit, de 17h à 20h, il y a 3 heures. Alors, je vous le déconseille, mais j'ai fait 3 heures, donc 17, 18, 19, 20. J'ai fait mes 6 exercices d'affilée, les uns derrière les autres. Ça ne m'a pas empêché de dormir. J'étais bien.
Le cerveau, il est oxygéné, je suppose. Alors bien sûr. Alors, on a des phénomènes, attention, au démarrage, vous avez des phénomènes de suroxygénation, qui sont des phénomènes physiques. Il faut faire attention à la suroxygénation, parce que ce n'est pas le phénomène qui nous intéresse, nous, c'est le phénomène énergétique derrière. La différence dans le regard, dans son regard, on a une C'est la nature. plus, et les gens qui me paraissent plus lumineux. J'avais tout bloqué. J'en ai fait jusqu'à 5. C'est dur, c'est dur. Surtout qu'il faut les faire de manière assez intensive. Donc il faut monter doucement dans son entraînement. Donc moi je passe de 4 à 6 et puis après je vais essayer de te faire les 8. Voilà. Mais il souligne pour la télévision, je voudrais souligner à mon tour, c'est pour vous dire qu'il faut arrêter la télé parce par que vous exemple. allez encore avoir plus d'énergie si vous la regardez Alors. pas parce que ça vous bouffe tout. Ah oui, c'est tout Ah à fait oui, ça exact. c'est Deuxième. pour ça que je C'est vrai, les souligne. médaillons. Je voudrais vous ressouligner. Il faut mettre des médaillons dessus. Et... Non, pour l'éteindre. Oui, mais t'as des médaillons Alors. Faut garder les marionnettes de l'info. Cet exercice, regardez bien, cet exercice nous disent les Chinois et Yang. Tiens, je vais voir. Cet exercice est Yang. Donc on augmente les forces Yang en nous, c'est-à-dire les forces de création. Les forces Yin. Les forces Yin sont des forces de dispersion des énergies. Alors si j'ai plus de Yang mais que j'ai plus de Yin, je fais un équilibre et je n'augmente pas mes capacités. Ça veut dire que si plus je respire et plus je fais d'erreurs, eh ben je dilapide mon énergie Yang. Alors qu'est-ce que c'est? Le Yin, par exemple, c'est la télévision. Vous faites une respiration, vous regardez 3 heures la télévision derrière, vous avez perdu l'avantage de votre respiration. Les jeux vidéo. Ça, c'est encore pire. C'est une addiction carrément. Ah, c'est carrément l'hypnose, les jeux vidéo. Et vous partez pendant des heures et des heures dans le truc. L'alcool. Le portable, Bernard, il me dit. Le portable et la Wi-Fi. Oui, la Wi-Fi, c'est pas bon parce que c'est une maison. L'alcool. On va éviter l'alcool. On va éviter le café. La cigarette. Café, tabac. Alors, vous allez me dire, oui, mais... Vous allez me dire, oui, mais vous avez pris un café tout à l'heure à midi. Oui, parce que comme j'ai un séminaire à faire, bon, ça me permet d'avoir un petit dynamisme. Un café, voilà, un café de temps en temps, quand vous en avez besoin, ça pose aucun problème. Par contre, tous les jours, c'est là où vous perdez de l'énergie. Donc, pareil, vaut mieux. Alors, le pire, c'est le café au lait. Le café au lait est un poison pour le foie. Lait de soja, oui. Café au lait de soja, je ne connais pas. C'est déjà mieux. Mais on peut éviter le café, le tabac, l'alcool, les jeux vidéo, la télé. Qu'est-ce qu'on... Oui, on évite le tabac. Pas fumer de moquette non plus. Et vous ne devez pas utiliser les gâteaux spatiaux. Et les hallucinogènes. Les gâteaux spatiaux ou les omelettes aux champignons hallucinogènes, par exemple. C'est fortement interdit. Enfin bon, en général, ça diminue le yang parce que c'est signé yin. La télévision est signée yin, elle te prend tes énergies. Les jeux vidéo pire, l'alcool, le café, le tabac. Tout ça. Je me disais que j'avais passé bien en médecin agriculteur. Bien sûr, bah on a tous pas assez de yang. Par la respiration, alors le yang, respiration. Ah, le sport, Le sport. Ah. Une démarche consciente d'objet. Oui. En rappel de soi. Bien sûr. Qui n'est pas Alors, facile. comme disait Bernard, la marche consciente. La marche consciente, qu'est-ce que c'est? Vous vous promenez, faites une promenade dans la forêt, mais en ayant conscience que vos jambes sont en train de marcher, que votre ventre se soulève, que vos poumons respirent, que votre cœur bat. Là, je fais du yang. Je travaille Être dans soi. Être en soi. Je travaille tous les jours avec une machine qu'on appelle le Chi Machine. C'est un appareil qui met des ballons dans
ça te donne une vibration comme ça. C'est-à-dire que cette vibration, c'est un médecin japonais qui a remarqué que les poissons rouges avaient le nageoire caudal qui permet d'oxygéner. Et cette vibration remonte des pieds jusqu'au de la tête, sur la colonne vertébrale, et ça permet d'oxygéner toutes les cellules du sang. C'est-à-dire qu'un quart d'heure de cette machine représente une marche intense au point de vue oxygénation de 90 minutes. Mais c'est pas conscient. Non, ça c'est pas conscient. Alors, c'est physique. C'est pas physique. Moi, je monte à une énergie très forte. Tu disais Du point de vue radiation, c'est. Moi, j'ai l'énergie d'un type de 25 ans. Là, j'en ai 61, j'ai l'énergie d'un type de 25 ans. Ouais. Quelqu'un qui monte à. C'est énorme. 7000, il se retrouve avec cette technique. Ah oui, c'est possible. 9000 toute la ionisation, si vous avez des appareils à ioniser pour créer des ions négatifs, voilà, ça permet de recharger une pièce, bon, etc., etc. Alors cherchez dans les livres tout ce qui est yang, tout ce qui est yin. Lampe de sel. Lampe de sel, ça j'ai pas essayé. Bon, c'est très bien. À voir. À côté de l'intelligence. Donc voilà, si vous chargez en énergie d'un côté et que vous déchargez plus puissamment de l'autre, vous faites un équilibre et vous avancez pas. Alors, le rituel du dragon, vous avez donc tout dans le fascicule expliqué et qui va permettre en fait de travailler régulièrement. Avez-vous des questions? Pas de questions. Donc, plus vous allez pratiquer et plus vous allez, comme nous disent les textes, devenir un magicien naturel. C'est les taoïstes, parce que c'est aussi utilisé par les taoïstes. Ils considèrent que c'est l'exercice le plus puissant pour devenir un magicien naturel, c'est-à-dire pour que ce que l'on désire se concrétise sans qu'il soit nécessité de faire des rituels. Sauf que, bien sûr, ce système ne fonctionne que si l'on s'en sert, et en attendant d'avoir suffisamment de puissance pour éviter les rituels, eh ben, on va utiliser cet exercice pour se charger et pour faire des rituels de manière plus efficace. Alors c'est aussi quelque chose qui permet un rajeunissement, qui permet d'avoir plus d'énergie de toute nature. Vous en constaterez vous-même les effets positifs. Alors, il n'y a pas d'exemple à ce jour de personnes qui, ayant pratiqué cet entraînement régulièrement et réellement, il n'y a pas d'exemple d'échec. Il y a toujours quelque chose de positif qui se concrétise, qui se fait. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'on ne le fait pas ou qu'on le fait mal, comme ça. Moi, je connais quelqu'un qui a respiré comme ça, des heures et des heures par jour, et la personne disait, mais j'ai l'impression qu'il se passe rien, j'ai l'impression que je me vide au lieu de me charger. Et quand j'ai fait l'exercice avec cette personne, je lui ai dit, bah oui, mais non, là, c'est pas... faut que la respiration soit puissante. Si je n'avais pas connu ça, je serais mort depuis longtemps. Si je n'avais pas eu un tel niveau d'énergie, il y a longtemps j'aurais eu un cancer généralisé. Voilà, parce qu'avec certains rituels, des fois, on a des retours de flamme. Alors, je ne l'ai pas vérifié, mais il y a certaines personnes qui pratiqueraient cet exercice en Chine et ailleurs depuis très longtemps, et malgré leur grande maladie, qui serait avec une forme de vitalité importante, et les médecins ne comprennent pas pourquoi ils sont dans cette situation, dans cet état, alors qu'ils devraient être décédés depuis longtemps. Voilà. Bon, les jambes écrasées ne repoussent pas, mais les rhumatismes peuvent diminuer, etc., etc. Alors, c'est pareil pour ceux qui sont médiums. Paul. Pour celles et ceux qui sont médiums et qui ont justement des problèmes de choses qui tournent à droite et à gauche, cet exercice permet de densifier nos énergies, d'être plus fort. Parce que si je veux être plus fort face à l'envoûtement, donc face aux autres, il faut que je sois plus fort à l'intérieur de moi-même. Je veux lutter contre un envoûtement. Qu'est-ce que je peux faire comme sacrifice sur moi-même pour être plus fort? Eh bien, m'entraîner. Et plus je m'entraîne, plus je suis fort, parce que ça demande de la volonté. Attention, ceux ou celles qui vont commencer l'exercice et qui vont commencer à le faire, au bout de 3 jours, vous en aurez marre. Vous allez vous dire, mais c'est dur, mon corps ne veut pas.
Et vous pouvez vous sentir pas très bien parce que vous allez commencer par déclencher aussi des sortes de crises de détoxication. On va être malade en fait. Plus on est intoxiqué, plus le corps il va commencer à éliminer les choses. Alors, On va commencer dans l'avion. voilà. Exemple. J'ai recommencé un entraînement intensif il y a quelques semaines. Bon, j'aime bien de temps en temps prendre une coupe de champagne. Dieu me le pardonne, parce que bon, autrement à part le vin de messe, j'ai pas le droit à l'alcool. Oui, mais aujourd'hui mon corps refuse le champagne. C'est-à-dire que si je prends une coupe de champagne, mon corps il prend le champagne, hop, hop, il le jette. Beaucoup plus rapidement. Je suis pas malade, mais c'est mon corps qui l'élimine tout de suite. Daniel, comment ça tu vas Je comprends. Aux toilettes. Ah ouais, tu veux uriner. Voilà. Autre exemple. C'est pas grave, il sera passé quand même. Voilà, on aura eu le bon goût quand même. Bon, c'est pareil, on s'est rendu compte qu'avec une vitalité supérieure, toutes les anesthésies durent peu de temps. Parce qu'en fait, votre corps va éliminer tous les produits chimiques. Voilà, tous les poisons, les produits chimiques. Donc une anesthésie, au lieu que ça vous dure 3 heures, vous êtes en pleine opération, d'un coup vous vous réveillez, vous dites, mais qu'est-ce que tu fais? Faites-vous accompagner par l'hypnose. Donc, exemple. Donc c'est de la vitalité que vous absorbez par ce système, et je vous engage à le faire, et à la limite, s'il y a... C'est une façon de s'arrêter de fumer aussi alors. Oui, parce que votre corps, il va vouloir éliminer les choses. De toute façon, le principe d'un fumeur, c'est qu'il a les poumons encrassés. Plus vous allez respirer comme ça, plus vous allez virer la nicotine des poumons, augmenter votre surface pulmonaire, et puis au bout d'un certain temps, votre corps, il va dire, mais bon, arrête de fumer, là, ça va pas. Et donc, naturellement, vous aurez de moins en moins envie de fumer. Parce que pourquoi on fume? Par habitude, et puis parce que on est un peu déprimé des fois. Bon. Mais ça, c'est un exercice qui surprime, il ne déprime pas, il surprime les gens qui le pratiquent. Où est-ce qu'on peut trouver, vous aviez une adresse, vous trouvez le plomb, enfin... Quincaillerie. Je sais pas quoi, là. Chez Weber. Chez Weber, voilà. Chez Weber Métaux dans le 3e. C'est métro Fille du Calvaire. Métro Fille du Calvaire. Weber, c'est avec un W. W-E-B-E-R. C'est rue de Turenne. Il n'y a plus rue de Turenne, il y a plusieurs rues. Enfin, rue de Turenne. Pour le coup, on achète des. Contactez CEAPS au 561 324 3957 38 26 54 90 47 19 77 27. Email ceaps centre@commercial gmail.com.